Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti pour parler du théorème de Taylor-Young, et puis dans cette vidéo je ferai aussi la démonstration qu'on n'a pas fait en cours mais qui est normalement pas très difficile. Donc dans toute la suite, I ce sera un intervalle de R, F une fonction de I dans R, X0 un point sur l'intervalle I, et N un entier. Rien de nouveau jusque là, j'ai juste la flemme de l'écrire à chaque fois. Donc déjà, on va s'intéresser un peu au cas n égale 0 et n égale 1 du théorème de Taylor-Young. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que f est continu en x0 si et seulement si f de x égale f de x0 plus un petit o de 1 quand x tend vers x0, et que f est dérivable en x0 si et seulement si on a un L tel que f de x égale f de x0 plus L x moins x0 plus un petit o de x moins x0 quand x tend vers x0, sachant que ce L là, en fait, ça serait f' de x0 s'il existe. Voilà. Donc on est parti. La première, la première proposition, c'est que c'est le cas n égale 0. C'est f qui est continu si et seulement si f de x égale f de x0 plus un petit o de 1. Donc ça, comment on le voit? Bon, f c'est une fonction et elle est continue en x0 si et seulement si f de x tend vers f de x0 quand x tend vers x0. Si f de x tend vers f de x0 quand x tend vers x0, c'est la même chose que de dire que f de x moins f de x0 tend vers 0 quand x tend vers x0. Et f de x moins f de x0 qui tend vers 0, c'est si et seulement si f de x moins f de x0 c'est un petit o de 1, car 0 c'est un petit o de 1. Quand on a un truc qui tend vers 0, ça veut dire qu'il est négligeable devant 1, bien entendu. Ça pour le vérifier, f de x moins f de x0 tend vers 0, ça veut dire qu'il est égal à une fonction en fait qui tend vers 0. Bien sûr, quand on divise quand on divise par 1 f de x moins f de x0 en fait, parce que c'est ça ce que ça veut dire le petit o de 1, c'est on le divise par 1 f de x moins f de x0 et ça tend vers 0. Quand on divise par 1 c'est lui-même, donc c'est exactement la même chose. Donc f de x moins f de x0 c'est un petit o de 1 quand x tend vers x0. Et f de x moins f de x0 c'est un petit o de 1. Bien sûr, si et seulement si on rajoute f de x0 de chaque côté. F de x c'est f de x0 plus un petit o de 1 quand x tend vers x0. Et on vient de montrer que f était continu si et seulement si f de x c'était sa valeur du coup de la fonction sa valeur en x0, c'est-à-dire f de x0 plus un petit o de 1 quand x tend vers x0. En fait, ce qu'on est en train de faire, on l'a vu la dernière fois, c'est d'approximer notre fonction continue par la fonction constante au voisinage de x0. Voilà. Donc maintenant, l'équivalent de cet énoncé, mais pour une fonction cette fois-ci dérivable, c'est que donc en fait c'est notre formule de Taylor-Young à l'ordre 1, c'est que f est dérivable en x0 si et seulement s'il existe un L tel que f de x égale f de x0 plus L fois x moins x0 plus un petit o de x moins x0, sachant que dans ce cas-là L c'est f' de x0 et du coup on reconnaît le f de x0 plus f' de x moins x0, ça c'est la tangente en x0. Donc ce qu'on est en train de dire c'est que si f est dérivable, on peut approximer f par sa tangente en x0 plus un petit truc qui tend vers 0 quand on se rapproche de x0 et qui tend vers 0 plus vite que la droite, plus vite que la tangente. Bref, donc la tangente c'est une bonne approximation au voisinage de x0, c'est ce que nous dit cet énoncé en fait. Donc si f est dérivable en x0, on peut écrire cette limite en fait, f de x moins f de x0 sur x moins x0 qui tend vers f' de x0, ça c'est le taux de variation. Une fonction elle est dérivable si son taux de variation admet une limite, qui est la dérivée. Et c'est la définition de la dérivée. Donc tendre vers f' de x0, on a dit que c'était la même chose que de dire que notre fonction a été égale à f' de x0 plus un petit o de 1, plus un truc qui tend vers 0 en fait. Voilà, petit o de 1 c'est la définition d'un truc qui tend vers 0. Et c'est la définition, non c'est pas la définition, mais c'est exactement ce que ça veut dire petit o de 1 en fait. Et donc on avait du coup cette égalité, et là ce qu'on fait c'est qu'on multiplie par x moins x0 de chaque côté, donc f de x moins f de x0, c'est du coup f' de x0
fois x moins x0, plus un petit taux de 1 fois x moins x0, et un petit taux de 1 fois x moins x0, c'est un petit taux de x moins x0. Ça, on peut vérifier assez facilement juste en reposant ce que ça veut dire un petit taux, en fait. C'est le fait que c'est toujours en fait un peu les histoires de ça se passe bien avec un produit quand on a un petit taux. Et ça, c'est ce qu'on cherchait, hein. f de x moins f de x0, suffit de passer le f de x0 de l'autre côté, hein, ça fait f de x égale f de x0 plus f' de x0, x moins x0, plus un petit taux de x moins x0. On a trouvé un L qui marche, le L c'est f' de x0. Voilà, donc là on a montré hein, le sens de dérivable implique qu'on a ce qu'on appelle en fait un développement limité à l'ordre 1. Hein. Et du coup, la réciproque, si ma fonction elle admet un développement limité à l'ordre 1, alors en x0, alors elle est dérivable. En effet, hein, si on prend un L tel que f de x, ça soit f de x0 plus L de x moins x0 plus un petit taux de x moins x0, on fait exactement le chemin inverse de tout à l'heure. On commence par diviser par x moins x0. Alors déjà on soustrait f de x0 pour l'avoir de l'autre côté. En fait, ce qu'on va faire, c'est faire réapparaître notre taux de variation, et ensuite on divise par x moins x0, ça nous donne ça. f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est égal à L plus un petit taux de 1. Ça veut exactement dire que ça tend vers L. Et du coup, notre fonction, son taux de variation admet une limite qui est L, elle est donc dérivable en x0, et de dériver f' de x0 égale L. Donc voilà, on vient de terminer ces deux propositions qui nous disent en fait qu'une fonction elle est dérivable si et seulement si elle admet un DL1 en x0, elle est dérivable en x0 si et seulement si elle admet un DL1, et elle est continue en x0 si et seulement si elle admet un DL0. Alors, l'équivalence n'est plus vraie à un ordre supérieur. Notre fonction, si elle est dérivable deux fois, en fait, on n'a pas équivalence entre notre fonction qui est dérivable deux fois et notre fonction qui admet un DL2 par exemple. Par contre, si elle est dérivable deux fois, alors elle admet un DL2, et ça c'est l'objectif de la formule de Taylor-Young dont on va un peu parler. En fait, qui est l'objectif de cette vidéo, donc oui, bien sûr, on va en parler. Pour démontrer le théorème de Taylor-Young, on va d'abord faire un petit lemme. Donc on prend f, une fonction continue, et on considère grand F, qui est une primitive de f. Donc, et on dit que f, petit f, admet un DLN en x0, sous cette forme-là, hein, l'habituelle forme d'un développement limité en x0, avec les AK des coefficients donnés, hein, réels. Et dans ce cas-là, grand F admet un DLN plus 1 en x0, et le DLN plus 1, c'est directement l'intégrale de ce DLN-là. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a dit on a intégré cette quantité, et on dit que tout se passe très bien, en gros, pour faire simple. On va voir hein, que quand on intègre, ça fait bien ça. On dit que grand F de x, du coup, c'est égal à sa valeur en grand F en x0, plus la somme qu'on va de 1 à n plus 1, donc là on en avait le degré 0, hein. Maintenant on va prendre les degrés de 1 à n plus 1, qui ont pour coefficient à chaque fois les AK-1, donc les AK c'était les coefficients au-dessus, AK-1 sur K. Et du coup, vu que c'est un développement limité, à l'ordre n plus 1, un petit taux de x moins x0, exposant n plus 1 quand x tend vers x0. Donc comment on prouve ça? Alors, ah oui, ce qu'il faut retenir sur cette fonction, c'est que sur ce lemme, c'est plutôt la méthode. Parce qu'en fait, on l'utilise beaucoup quand on veut déterminer des développements limités. Par exemple, si on veut déterminer le développement limité de Ln de 1 plus x, on fait comme ça à partir de 1 sur 1 plus x. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout que ça admet un dln plus 1 de x0, et que c'est juste l'intégrale de celui qu'on a avant. Après, la formule, normalement, si vous savez que c'est l'intégrale, vous devriez être capable à peu près de la retrouver. Du coup, donc déjà, on va montrer que si on a une fonction delta x qui a un petit taux de x moins x0 exposant n quand x tend vers x0, alors son intégrale entre x0 et x est un petit taux de x moins x0 exposant n plus 1. Donc en fait, quand on intègre notre petit taux avec un exposant n, ça donne un petit taux mais avec un exposant n plus 1. Alors en effet, on prend epsilon plus grand que 0, et alors il existe un état tel que pour tout x dans cet intervalle, on est x qui a une distance plus petite que l'état de x0. On a delta, la valeur absolue de delta de t, qui est plus petit, pour tout t qui est dans cet intervalle, j'ai dit pour tout x, excusez-moi. On a delta de t, sa valeur absolue qui est plus petite ou égale à epsilon
fois t moins x0 exposant n, et le tout dans une valeur absolue. Ça en fait c'est exactement la définition d'être en petit o de x moins x0. Hein. C'est pour peu que je divise par t moins x0 exposant n de chaque côté de cette égalité, hein, ce qu'on retrouve en fait c'est que delta t sur t moins x0 exposant n est plus petit qu'un epsilon, et ça c'est exactement la définition de tendre vers 0. Hein. Il existe pour tout epsilon, il existe un état tel que, etc., etc. Et du coup, vu que la quantité delta t sur t moins x0 exposant n tend vers 0, hein, c'est exactement la même chose que de dire que c'est un petit o de x moins x0 exposant n. Donc voilà, on le réécrit juste sous cette forme-là, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est nous placer, c'est minorer, non, c'est majorer la valeur absolue de delta t. Donc, si je prends du coup x entre x0 moins eta et x0 plus eta, mon intégrale entre x0 et x delta t, vu que delta t entre x0 et x, il sera plus petit ou égal à la valeur absolue des t moins x0 exposant n, je peux dire que en fait mon intégrale, elle est plus petite ou égale à l'intégrale du truc qui est plus grand que delta t. Alors sachant que j'ai bien mis une valeur absolue de chaque côté de l'intégrale, parce que le plus petit ou égal normalement ça marche seulement si x est plus grand que x0. Sinon c'est le contraire, hein, si x0 est plus grand que x, et la valeur absolue elle permet de vérifier tout ça. Hein. Éventuellement réfléchissez-y un peu, mais si vous voulez faire plus simple, des fois ça peut être sympa de traiter le cas x0 jusqu'à x0 plus eta, et ensuite x0 moins eta jusqu'à x0, de traiter les deux cas en fonction de où est placé x. Moi j'ai décidé de traiter les deux en même temps, tout simplement parce que ça fait moins de lignes de calcul. C'est surtout l'idée du truc qu'il faut retenir. Voilà, l'idée du truc c'est que on va majorer ce delta t par cette quantité là, et ensuite intégrer. Donc on intègre, on place des valeurs absolues de chaque côté de l'intégrale, on a bien une égalité qui est préservée. Or cette intégrale là, c'est égal à epsilon fois une valeur absolue de l'intégrale de ce qu'on avait dedans. Donc là encore une fois, il y a des histoires de quand t est plus grand que x0 ou t est plus petit de x0 pour savoir ce que fait la valeur absolue. L'idée c'est que j'ai fait comme si c'était des parenthèses là, j'ai intégré, j'ai remis mes valeurs absolues, et histoire d'être sûr qu'il n'y avait pas d'ennui, j'ai remis des valeurs absolues de chaque côté. Voilà, c'est un peu du bidouillage, mais ça marche très bien. Ce qu'il faut retenir, pareil, encore une fois, hein, c'est que j'ai juste à prendre la primitive. Et que du coup, c'est égal à un epsilon fois la primitive, la valeur absolue de la primitive évaluée en x0 et en x. Alors x0, bien sûr, ça fait 0, parce que ça fait x0 moins x0 exposant n plus 1, c'est 0, exposant n plus 1, c'est 0. Reste le terme en x. Et donc, une fois qu'on a évalué en x, hein, ça fait x moins x0 exposant n plus 1. Avec un sur n plus 1 qui s'est barré... Ouais, effectivement, avec un... Ah oui. En fait, oui, si. En fait, non, le n plus 1 c'est pas barré. Hein. On peut mettre plus petit ou égal à ce machin-là sur n plus 1, et donc c'est plus petit ou égal à ce machin-là, hein, vu qu'on a divisé par un truc plus grand que 1. C'était juste... En fait, j'ai enlevé le n plus 1 parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Hein. Mais bien sûr, c'est vrai avec sur n plus 1 aussi. Et si c'est vrai avec sur n plus 1, c'est vrai sans le sur n plus 1, parce que sur n plus 1 c'est plus grand que 1. Voilà, voilà. Et ça, être plus petit ou égal à epsilon fois cette valeur absolue de x moins x0 exposant n plus 1, c'est exactement la même chose que de dire qu'on est en petit o de x moins x0 exposant n plus 1 quand x tend vers x0. Hein. Toujours la même chose que ce qu'on avait fait quand on avait fait ça là. Et du coup, mon intégrale de x0 à x des delta t dt est bien un petit o de x moins x0 exposant n plus 1 quand x tend vers x0. Bon. Maintenant, on reprend notre dln x0 qui était ici, de f, et on l'intègre. On l'intègre entre x et x0. Donc l'intégrale entre x0 de f de x, hein, c'est la soustraction des deux primitives. Et de l'autre côté, on a l'intégrale entre x0 et x de notre somme. Donc notre intégrale, il y a une propriété qui s'appelle la linéarité. Hein. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Du coup, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. On transforme notre intégrale d'une somme en somme d'intégrales. Et on va tous les intégrer. Donc, je fais l'intégrale de ça. Sa primitive à cette fonction, c'est elle-même fois t moins x0 sur k plus 1. Hein, c'est t exposant k, bien sûr, t moins x0 exposant k,
Quand je l'intègre, ça fait 1 sur k plus 1, t moins x0 exposant k plus 1, et je remultiplie par la constante devant. Bien sûr, c'est un intégral, donc je l'évalue en x0 et en x. Et ça, on a dit que quand on l'intégrait, c'était un petit taux de x moins x0 exposant n plus 1. Voilà, et là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on repasse le x0 de l'autre côté, hein. Le f de x0, il repasse de l'autre côté. On fait un petit changement de variable, histoire d'avoir un exposant k à la place de l'exposant k plus 1. Donc au lieu de aller de 0 à n, en fait, on va de 1 à n plus 1. Et du coup, c'est qu'un k ici, c'est qu'un k moins 1 là, et c'est 1 sur k ici. C'est juste pour retrouver la forme initiale qu'on voulait. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherchait. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on peut intégrer un DL, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça se voit mieux quand on a une formule... comment dire, un peu plus pratique, hein, sans coefficient de la forme AK plus 1 ou des trucs comme ça. Mais à force, vous devriez commencer à appréhender ces notions en intégrant des DL. Donc on passe, ça y est, hein, enfin, à notre théorème de Taylor-Young. Alors notre théorème de Taylor-Young, il nous dit que si f est une fonction de classe Cn sur l'intervalle i, f admet un dln x0, et ce dln x0 c'est le suivant. Alors déjà, un point important, attention, hein, c'est si f admet, alors on a un dln x0, le contraire n'est pas vrai. Avoir un dln x0, ça veut pas dire que f est de classe Cn. Donc, on le décortique un peu, hein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la dérivée km de f, on l'a évalué en x0, on l'a divisé par k factoriel, et ça c'est notre terme d'habitude qu'on appelle ak, hein, qui est devant le x moins x0 exposant k. Voilà. Pour retenir qu'en fait les ak c'est des f, la dérivée km de f évaluée en x0 sur k factoriel. Et ça on va le démontrer. Voilà la petite nouveauté par rapport à notre cours, on l'avait pas fait. Donc on le fait par récurrence sur n dans n. Donc déjà pour le cas n égale 0, hein, c'est notre proposition 1. On avait dit que si f était continue, elle admettait un dln en x0 et un dl0 en fait, en x0. En fait, c'est-à-dire f de x égale f de x0 plus un petit taux de 1 quand x tend vers x0, ça c'est exactement ce qu'on a dit. Et ça c'est un dl0 en x0. Excusez-moi pour le n, mais bon, vu qu'n vaut 0, ça change rien. Ensuite, on suppose la propriété établie au rang n et on la montre au rang n plus 1, c'est le principe d'une récurrence. Et on suppose du coup f de classe Cn plus 1. Si f est de classe Cn plus 1, ça veut dire dérivable n plus une fois de dérivée continue. Alors f', qui est f1 aussi, elle est dérivable n fois de dérivée continue, donc elle est de classe Cn. Par hypothèse de récurrence, hein, f1 elle admet un dln x0, parce que f1 elle est de classe Cn, donc elle admet un dln x0, et on a f1 de x qui est égal à cette somme de k égale 0 à n des f dérivé k plus une fois en x0, parce que c'est f1, en fait ça c'est f' dérivé k fois, hein, bien sûr, c'est pour ça que ça marche. Hein. Donc f' dérivé k fois évalué en x0 sur k factoriel, etc., etc. Et f, c'est une primitive de f', de f dérivé une fois. Et f dérivé une fois, du coup f', elle admet un dln x0, hein, c'est ce qu'on vient de dire là, c'était notre hypothèse de récurrence. Donc d'après notre lemme, hein, f qui est une primitive de f', f' qui admet un dln x0, f admet un dln x0, un dln plus 1 en x0, excusez-moi. Et du coup, f de x moins égale f de x0, plus cette somme, on avait dit les ak moins 1 sur k, x moins x0 exposant k, sachant que les ak, c'est les coefficients qui sont dans la somme, c'est-à-dire les f dérivés k plus une fois, évalués en x0 sur k factoriel. Alors quand on remplace, hein, du coup, ak-1 c'est f dérivé k fois évalué en x0 sur k-1 factoriel. On remplace ici, k-1 factoriel fois k, ça fait k factoriel. Là, c'est bien f dérivé k fois, hein. K-1 c'était f dérivé k fois évalué en x0. Et du coup, on retrouve notre somme, sachant que bien sûr, hein, ça c'était un petit taux de x moins x0 exposant n plus 1. Quand on intègre un petit taux de x moins x0 exposant n, c'est bien ce que ça faisait, hein, c'est bien ce que nous disait notre lemme. Et du coup, ça c'est exactement la propriété au rang n plus 1, elle est dérivable n plus une fois, et en fait on a juste poussé notre cas de k égale 0 à n, c'est devenu jusqu'à n plus 1. Soit ce qu'on voulait montrer. Voilà, alors une ou deux petites remarques. Déjà, il n'y a pas équivalence. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si on possède un dln x0, on n'est pas forcément de classe Cn. On peut avoir une fonction qui a un dl3 par exemple, mais qui n'est pas 3 fois dérivable. En fait, à partir du moment où on a un dl2, on n'est même pas forcément 2 fois dérivable.
Par contre, pour 0 et 1, c'est vrai. Si on a un DL0, c'est qu'on est continu. Si on a un DL1, c'est qu'on est dérivable. Ça, c'est ce qu'on a dit dans les propriétés 1 et 2 un peu plus haut. Voilà, juste ici, f est continu, c'était bien si et seulement si. On avait f qui admettait un DL1. Et f est dérivable, c'était bien si et seulement si f admettait un DL0 ici, excusez-moi. Et f est dérivable, c'est bien si et seulement si f admet un DL1. Voilà, donc on a démontré du coup ce théorème de Taylor-Young et on va rapidement faire quelques premières applications. Donc en fait, ce qui nous permet ce théorème de Taylor-Young, c'est pas un truc qu'il faut généralement utiliser en pratique dans des exercices, sauf si éventuellement l'exercice est un peu théorique. Mais par contre, c'est un truc, le théorème de Taylor-Young, c'est un truc qu'on va utiliser quand on va vouloir donner pour les fonctions usuelles des développements limités. Ensuite, pour des fonctions qui sont des composés, des sommes de fonctions usuelles, en fait, vous utilisez votre tableau. Mais ça a permis d'établir le tableau. Donc, exponentielle, c'est une fonction qui est de classe c'est l'infini. Oups. Ouais, bon, c'est l'infini. Ou c'est n pour tout n appartenant à n. Pareil, là, je vais corriger. Donc elle est de classe c'est l'infini, ou elle est de classe Cn pour tout n appartenant à n, et donc pour tout n appartenant à n, notre dérivée de l'exponentielle n fois c'est l'exponentielle, et donc évalué en 0 ça fait 1. Ainsi on applique la formule de Taylor-Young quand je veux faire mon développement limité en 0. Donc on avait dit f, si on reprend la formule de Taylor-Young, f dérivé k fois, évalué en 0, pour l'exponentielle être dérivé k fois, évalué en 0 ça donne 1. Et là, on a pris pour x0, en i0 en 0 plutôt, parce qu'on a pris x0 égale 0, être dérivé k fois, être évalué en 0 pour l'exponentielle, ça donne 1. Ça se transforme en x exposant k, reste x exposant k sur k factoriel. C'est exactement ce qu'on a. Et du coup, plus notre petit o, et voilà, on a trouvé un DLN pour la fonction exponentielle. Les fonctions sinus et cosinus, elles sont également de classe C l'infini, ou de Cn pour tout n dans n. En particulier, quand on dérive le sinus, pourquoi c'est modulo n là? Bon, alors quand vous voyez un modulo n, vous pensez modulo 4, parce que n égale 4. Non. Bon, quand vous voyez un modulo n, vous pensez modulo 4. Et donc en fait, si x, on l'a dérivé un multiple de 4 fois, sinus de x, on l'a dérivé un multiple de 4 fois, ça fait toujours sinus de x. Un multiple de 4 fois plus une fois, ça fait cosinus de x, etc. Moins sinus de x, moins cosinus de x. Ça, normalement, vous avez déjà vu traîner ça. En fait, c'est l'idée que c'est toutes les 4 fois, on revient au sinus quand on le dérive. Pareil, le cosinus, toutes les 4 fois, on revient au cosinus. Et du coup, en particulier, quand on évalue ça en 0, ça donne 0. Quand on évalue ça en 0, ça donne 1. Quand on évalue ça en 0, ça donne 0. Quand on évalue ça en 0, ça donne moins 1. Et donc ce que fait notre sinus, c'est que pour tous les termes impairs, ça fait 0, du coup, vu que c'est du sinus évalué en 0. Et pour les termes pairs, ça fait une fois 1, une fois moins 1, une fois 1, une fois moins 1, etc. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve là dans son expression. Donc ça, c'est un DLN de DL2n plus 1, parce que en fait, à chaque fois, je prends les deux fois mon coefficient, plus 1. Donc l'idée c'est que x exposant, bien sûr voilà, je regarde déjà que les termes impairs, en prenant 2k plus 1, parce que tous les termes pairs on l'a dit, tous les termes pairs on l'a dit ils sont nuls, quand c'est congrue à 0 modulo 4 ou 2 modulo 4. Et les termes impairs, avec le moins exposant k, une fois c'est un pair, une fois c'est pas un pair, c'est moins, une fois c'est plus, une fois c'est moins, une fois c'est plus, etc. Pour le cosinus, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci c'est les termes impairs qui sont nuls, et une fois c'est moins, une fois c'est plus, une fois c'est moins, une fois c'est plus. Donc voilà, ces formules-là, à l'oral, c'est un peu pénible à expliquer, mais si vous essayez d'y réfléchir un peu avec cette histoire d'alternance de signes, normalement vous devriez être capable de retrouver les formules. Et voilà, on s'arrête là sur cette petite vidéo sur le théorème de Taylor-Young. Je mettrai en lien de la vidéo un petit PDF avec la correction des 2-3 petites bourdes qui traînent dedans. Et puis on se voit pour quelques nouvelles vidéos ce week-end, je pense. En particulier, alors je vais faire une petite vidéo sur un contre-exemple pour le fait que la formule de Taylor-Young c'est pas une équivalence.
Ça, je vais faire un truc. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur quelques petits calculs de DL. Faut voir. Et après, éventuellement, une suite implicite. Voilà, donc ça sera les prochaines vidéos. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, a priori très bientôt.